tout de suite sur Live TV. Le programme vous est offert par Wave. Du 1er au 30 avril, gagne 1000 francs pour ton premier paiement via Wave. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est Maître Rodrigue Dadje, avocat de Tidiane Thiam, le président du PDCI, que nous recevons pour la première partie de ce temps d'antenne. En seconde partie, nous parlerons avec un candidat à la présidentielle de 2025. Il s'agit de l'ancien député d'Adiaké. Il se nomme Monsieur Nyongo Kakou, candidat déclaré donc aux 33 projets pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous en ce mercredi 9 avril 2025. Vous êtes nombreux de partout en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Merci de votre fidélité en tout cas à ce programme. Ce soir nous accompagne Pascal Sokia. Bonsoir Pascal, merci d'être là. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous. Aïcha Crépi, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous, bonsoir sur le plateau. Élisée Bonoube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda Koulibaly, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Je vous le disais à l'entame de cette antenne, nous recevons Maître Rodrigue Dadje, avocat de Tidiane Thiam, président du PDCI, et qui nous accompagne pour la première partie de ce temps d'antenne. Bonsoir Maître. Bonsoir Christelle. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes avocat au barreau de Côte d'Ivoire et vous êtes bien plus qu'un homme de loi. Vous êtes une voix assez singulière dans le paysage politique judiciaire également ivoirien. Vous êtes un juriste engagé et avec une certaine éloquence sur certains sujets, avec toute la rigueur intellectuelle que nous vous connaissons. Vous avez été formé en droit des affaires et vous êtes illustré par la défense des figures majeures de la politique ivoirienne, au premier rang duquel Madame, l'ancienne première dame, Madame Simone Eivé Gbagbo. Merci d'être avec nous ce soir pour éclairer nos lanternes. Ce soir, vous représentez le président du PDCI, Tidiane Thiam, dont vous êtes le conseil. Depuis combien de temps vous rejoignez l'équipe de Maître Blessy? Je rejoins l'équipe de Maître Blessy pour la défense des procédures judiciaires dont fait l'objet le PDCI. Mais je rejoins l'équipe des avocats personnels de M. Tidiane Thiam en coalition avec les avocats français. Alors, on vous connaît, avocat donc, de l'ancienne première dame, Simone Eivé Gbagbo. Pourquoi avoir décidé justement de rejoindre le conseil du président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam? Mais en fait, le dire comme ça paraît un peu bizarre. Je suis le conseil de plusieurs personnes et personnalités. C'est ça la réalité. Donc si M. Tidiane Thiam estime qu'il veut que je sois son conseil à titre personnel, je dis que c'est un honneur qu'il me fait et je l'accepte volontiers. Très bien. Commençons par vous, Pascal Sokia. Question. Merci Maître Dadje Rodrigue, c'est également un plaisir partagé de vous recevoir ici. Et parlons de ce bureau politique, puisque c'est la dernière actualité en date parmi tant d'autres du PDCI-RDA. Où est passé le président du PDCI-RDA? Pourquoi n'était-il pas à ce bureau politique? En est-il empêché? Est-ce délibéré? Pouvez-vous nous dire où il se trouve et quand est-ce qu'il rentrera? Bien, je vous remercie. Déjà, il faut comprendre que le bureau politique, dans les textes du PDCI, peut se tenir sans la présence du président. C'est déjà arrivé par le passé. Il y a des bureaux politiques auxquels le président Bédié n'a pas participé et ça n'entache nullement la régularité du bureau politique. Maintenant, le président Tidiane Thiam, il a un calendrier qui malheureusement l'a obligé à partir en Europe. Et pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer ici, il n'a pas pu être en mesure d'être présent au bureau politique, mais il n'a nullement été empêché de venir. Et il rentrera bientôt, le président Tidiane Thiam. A-t-il des difficultés pour rentrer en Côte d'Ivoire? Il n'a aucune difficulté. Il ne faut pas que les gens disent des choses ou fassent c'est quelque chose qu'on entend, qui revient. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Nous faisons fort ici de toute façon. Je vous mets à l'aise. Je tiens à vous mettre à l'aise. Il n'a aucune difficulté à rentrer en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ne lui font aucune entrave pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il peut rentrer quand il veut. Il a juste eu un problème de calendrier et quelques raisons personnelles qui ont empêché qu'il soit présent. C'est juste ça. Daouda, question. Maître, je pense que votre client
j'ai envie de dire, il a un peu beaucoup de casseroles depuis son retour en Côte d'Ivoire. Casserole? Oui, je préfère le dire, c'est une métaphore. Surtout concernant... Oui, mais bon, c'est le mot qu'il faut utiliser, maître. D'accord. Je parlais de sa nationalité, sa binationalité. Aujourd'hui, il s'est libéré de cette nationalité. Est-ce que la binationalité, c'est une casserole? Moi, c'est ma perception des choses. Donc, je vous demande si la binationalité est une casserole. Non, moi, c'est ma perception des choses. Vous n'allez pas... messieurs, non, si c'est un mot qui gêne, on va l'évacuer. Si ça vous gêne, je le retire. Je vous mets à l'aise, ça ne gêne pas du tout. J'aime ce mot. Je veux juste qu'on puisse, la question très bien. Rentrer dans la profondeur du mot. Voilà. Parce que si c'est la binationalité, mais la moitié des Ivoiriens a le même problème. Non, mais là, on ne parle pas de la moitié des Ivoiriens, parce que la moitié des Ivoiriens ne veulent pas être président. Votre client veut être président. Très bien, Daouda. Donc, on peut parler des casseroles. On peut y aller. Donc, aujourd'hui, il s'est libéré de son allégeance à la France, tout et tout. Finalement, aujourd'hui, quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, à l'ombre de ce que vous savez, est-ce que votre client peut être candidat à l'élection présidentielle de 2025? La notion de peu, c'est une question de volonté. Est-ce qu'il remplit les conditions? C'est une question de régularité juridique. Oui, il remplit totalement les conditions. M. Thiam est ivoirien, donc il remplit les conditions pour être candidat. Il fallait qu'il soit exclusivement ivoirien pour la présidentielle. Aujourd'hui, il est exclusivement ivoirien. Certains diraient non. On va poursuivre sur la question pour qu'il éclaire nos lanternes avec appui texte de loi. Élisée, on poursuit sur le sujet peut-être? Je n'avais pas fini en fait, bon, si on me le permet. Allez-y, parce que on revient à vous. Moi, j'aimerais vous ramener en fait à l'arrêt qu'a signé Maître Vaga Vaudier, qu'on appelle ça, pour l'affaire Tioté. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire. Non, je ne suis pas au courant. Si tu peux m'éclairer. Éclairer la lanterne. Je vous éclaire. En fait, c'est une décision au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas tout lire, hein, mais je vais lire la conclusion. Oui. Voilà. Il dit, considérant que selon l'article 48, alinéa 1 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961, portant code de la nationalité ivoirienne, perd la nationalité ivoirienne. L'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Je vais tourner pour qu'on puisse aller rapidement à la décision. Plaît, oui. Donc quand il finit de lire tout ça, il dit que, dans un premier temps, c'est à tort que les autorités ivoiriennes ont délivré à l'intéressé ayant perdu désormais la nationalité ivoirienne par l'effet d'acquisition de la nationalité française. Les cartes nationales d'identité ivoirienne, d'électeurs exclusivement réservés aux Ivoiriens, conformément à l'article 3 du Code électoral. Considérant que c'est également à mauvais droit que la commission électorale indépendante a enregistré et validé sa candidature alors qu'il n'a pas la qualité d'électeur pour prétendre être candidat à l'élection des députés en Côte d'Ivoire. Donc finalement, pour finir l'arrêt, il dit, Francis Vanga décide. La requête du sieur Bamba Baba est recevable et fondée. Le sieur Tioté Soualieu est inéligible à l'élection des députés. Donc j'aimerais avoir votre commentaire sur cet arrêté de M. Maître Francis Vanga Vaudier. D'accord, je vous remercie infiniment. Je pense que déjà, il faut comprendre que les décisions de justice ne sont pas complètement figées. Sinon, on n'aurait pas des revirements jurisprudentiels. Les juges peuvent se tromper. Et les juges se trompent souvent. Le constitutionnaliste Vanga Vaudier, paix à son âme, se serait trompé selon vous, maître? Je dis des choses qui sont assez claires, M. Daouda. Je dis qu'il y a des revirements jurisprudentiels, des hautes cours. Ça, c'est la première chose. Et ça a toujours existé. Quand j'arrivais en fac de droit, il y a plus de 30 ans, ça existait déjà. Quand je n'étais même pas encore né, ça existait. Et ça continue d'exister. Quand on prenait la Cour de justice, commune de justice d'habitat, la CCJA, on a des revirements jurisprudentiels. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'article 48 et de la nationalité, moi, je peux vous en parler tranquillement. Non, mais moi, avant de parler de l'article 48, j'aimerais... Parce que c'est le sujet dont vous parlez. Oui, mais aujourd'hui, c'est que l'un des éminents constitutionnalistes de Côte d'Ivoire, en la personne de Francis Vanga Vaudier, a jugé une affaire. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que Maître Dadje Rodrigue, aussi tribun soit-il, serait en train de mettre en doute la décision de Maître Francis Vanga Vaudier. Je te mets à l'aise tout de suite, Daouda. Si tu veux qu'on aille sur ce débat-là, je te dirais que le ministre de la Justice, en décembre 2024, a sorti une note sur l'article 48. Allez-y, maître. Dans cette note, le ministre de la Justice, l'actuel ministre, qui était un éminent juriste, il vous dit clairement que le contrôle de la nationalité, conformément au Code de la nationalité, articles 48, 83 et 84, ne se fait pas dans le cadre d'un recours à la CEI ou devant le Conseil constitutionnel sur la nationalité. Non, c'est une procédure qui est aménagée. La loi vous dit qu'il n'y a que le procureur de la République qui a la capacité de saisir le tribunal d'Abidjan-Plateau pour engager une action en contestation de nationalité.
il n'y a que le procureur de la République. Même le ministre de la Justice ne peut pas le faire. Le Conseil constitutionnel, je ne sais pas s'ils ont la capacité de le faire parce que ça ne relève pas de leurs compétences. Il faut que le procureur engage une procédure, conformément à l'article 83 et 84, contre la personne concernée et qu'une décision de justice définitive soit rendue. C'est quand une décision définitive de justice a été rendue, dans laquelle on dit qu'on estime qu'il a perdu sa nationalité, c'est cette décision que vous pouvez maintenant utiliser pour pouvoir contester son inscription à la CEI. Je vous donne un exemple banal. Quand on fait le renouvellement de la liste électorale, le président de la CEI vous dit, il écrit au ministère de la Justice, on leur dit, donnez-moi la liste des personnes qui ont fait l'objet de décisions de condamnation, qui leur a retiré leurs droits civiques. Et le ministère de la Justice leur communique une liste avec les décisions définitives. Ils s'en tiennent aux décisions. Donc, si vous estimez que le président Thiam aurait perdu sa nationalité, vous devez produire une décision de justice définitive rendue conformément à l'article 83 et 84 qui lui fait perdre sa nationalité. Et ce dont je vous parle là, ce n'est pas Maître Daguet qui le disait, c'est le actuel ministre de la Justice qui le dit et qui a dit attention, donc tous vos différents recours que vous faites, déjà une personne physique ne peut pas engager une procédure contre une autre personne physique ivoirienne pour lui faire perdre sa nationalité. Vous faites référence à Mme Yapo là? Non, je fais référence à l'article 83 du Code de la nationalité qui dit qu'il n'y a que le procureur de la République qui le fait. Très bien. D'accord. Évoluons dans le débat avec Aïcha. Bonsoir, maître. Merci, bonsoir. J'avais une question concernant les conditions de candidature à l'élection pour être le candidat officiel à l'élection présidentielle. Dans ces conditions-là, on a la caution qui est fixée à 30 millions, si je ne me trompe pas. Moi, en tout cas, ça me semble un petit peu élevé de mon niveau. Est-ce que c'est stratégique? Quand on sait que pour être président, pour faire la campagne présidentielle, la caution est de 50 millions et qu'elle était à 20 millions il y a encore, avant 2020 en tout cas. De mon côté, ça me semble élevé. Mais je me dis c'est peut-être stratégique. Alors je vous pose la question, est-ce une façon d'éliminer les potentiels concurrents? Alors la question que vous me posez, vous me la posez par rapport aux critères financiers posés par le bureau politique pour la convention qui permet d'être candidat au poste de président de la République en interne pour le PDCI-RDA. C'est bien de ça qu'il s'agit. Qui est de 5 millions selon les textes. Oui. C'est une décision souveraine du bureau politique qu'il faut respecter. C'est une décision souveraine. Après, si les gens estiment qu'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent saisir les instances supérieures pour tenter de voir si on peut modifier ce montant. Ça, c'est la première chose. Mais cette question-là est en analogie avec ce qui se passe dans les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On pourrait aussi dire, mais pourquoi est-ce qu'on met une caution? On pourrait l'enlever. Mais il y a une caution pour l'élection présidentielle. Si je m'arrête au principe que vous mettez en place, ce principe est valable tant pour l'élection interne du candidat au PDCI que pour l'élection présidentielle. Donc si le principe n'est pas bon, il n'est forcément pas bon. J'estime que le législateur, comme les rédacteurs des statuts du règlement intérieur du PDCI, ont estimé, et le bureau politique également, qu'il fallait fixer un minimum. On estime que celui qui veut être candidat pour représenter le PDCI à l'élection présidentielle doit être capable de fixer un minimum, verser un minimum de caution de 30 millions pour pouvoir candidater. C'est de ça qu'il s'agit. Élisée, question? Ok. Maître, je lis ici l'article 41 des statuts du PDCI qui définit les critères de candidature au poste de président du parti. Et cet article 41 nous dit ceci. Le candidat à la présidence du PDCI RDA doit 1. Être ivoirien, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de 40 ans au moins, être à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans, s'acquitter d'une contribution au financement du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc, c'est-à-dire les 30 millions que le bureau politique a fixé. Vous avez dit tout à l'heure, je suis sur une de vos phrases, vous avez dit que maintenant, le président du PDCI est exclusivement ivoirien. Est-ce que vous nous dites que pendant le Congrès, en décembre 2023, vous reconnaissez donc que le président du PDCI n'était pas ivoirien, il prenait la tête du parti, au moment où il prenait la tête du parti, ou bien cela a été fait contrairement au test? Qu'est-ce que vous dites? On va l'écouter. Moi, je vous remercie. Je pense que Élysée mélange deux notions. Le test qu'il cite là, c'est le test pour être candidat à la présidence du parti du PDCI. À la présidence du parti du PDCI. C'est ça. Le test vous dit quoi? Il faut être ivoirien. Si. Est-ce qu'ils ont dit qu'il faut être exclusivement ivoirien? Ah, non. Non. Oui, ok, d'accord. Le test ne vous dit pas qu'il faut être exclusivement ivoirien. Le test dit qu'il faut être ivoirien. Oui. Donc, la condition, vous pouvez avoir 50 nationalités, notamment il faut être ivoirien. Élysée relance. Je termine. Par ailleurs, pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la Constitution vous dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Donc, l'exclusivité là vous oblige à n'avoir que cette nationalité.
Mais dans les textes du PDCI, on ne vous dit pas d'être exclusivement ivoirien. Élysée relance. Ok, la relance. Ou sauf si je me trompe. Non, 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 c'est clair, on est d'accord, il n'y a pas le thème exclusivement, ça n'existe nulle part. Mais je rebondis sur l'article 48 du Code de nationalité qui vous dit qu'un Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. Et c'est un article qui date de 61. Mais quand vous l'opposez à ce que je suis en train de dire, est-ce que vous pouvez nous dire exactement que M. Thiam était ivoirien, donc en contradiction de l'article 48 du Code de nationalité? D'accord. Maître? D'accord, mais moi je vous mets à l'aise. Je pense que c'est parce qu'en fait, vous ne débattez pas longuement avec des juristes que vous mélangez beaucoup les notions. Vous êtes là, vous allez éclairer nos Je vais lanternes, vous aider. Je vous mettrai à l'aise. Sinon, on a débattu avec des éminents juristes, je peux vous rassurer. On va le laisser répondre directement. Moi j'ai la chance de être un éminent, je suis un jeune juriste. Allez-y, maître. Allez-y, aidez-nous. Alors, les textes du PDCI vous disent qu'il faut être ivoirien. La question, c'est de savoir, est-ce qu'au moment où M. Thiam déposait sa candidature pour la présidence du PDCI, est-ce qu'il était ivoirien? La réponse, c'est oui. Il était ivoirien. Mais il n'était pas exclusivement. Il n'était pas exclusivement ivoirien, mais il était ivoirien. Donc, il remplissait largement les conditions. Maintenant, quand on répond à ça, M. Élysée me dit, mais et l'article 48? L'article 48 pose un principe. Du Code de la nationalité. Du Code de la nationalité pose un principe. Mais ce principe-là, il faut le rendre effectif par une procédure judiciaire qui prend 1 an, 2 ans de procédure, parce que ça part de la première instance jusqu'à la Cour de cassation. Et nous sommes en matière d'état de personne. Les procédures en matière d'état de personne sont suspensives. C'est-à-dire que même si le tribunal rend une décision contre vous, le délai pour qu'on vous notifie la décision suspend la décision. Quand on vous notifie la décision, vous avez 1 mois pour faire appel, ça suspend encore la décision. Quand vous faites appel, ça en suspend encore la décision. Et quand on rend une décision à la Cour d'appel au bout de 6 mois ou 1 an, cette décision, quand on vous la notifie, le délai suspend encore la décision. Et quand vous faites votre pouvoir en cassation, c'est encore suspendu. Donc, vous êtes toujours dans vos droits jusqu'à ce que la Cour de cassation rende une décision définitive. Donc, dans le cas d'espèce, et pour revenir à la note explicative du ministre de la Justice en décembre 2024, tant qu'il n'y a pas eu de décision faite conformément à l'article 83 et 84 du Code de la nationalité, qui vous a fait perdre définitivement la nationalité au bout d'un processus qui est parti de la première instance en passant par la Cour d'appel jusqu'à la Cour de cassation, vous êtes toujours ivoirien. Et le ministre dit qu'il est interdit aux administrations de refuser de délivrer des titres ou des documents de nationalité ivoirienne aux personnes concernées tant qu'ils n'ont pas cette décision définitive-là. Et s'ils le font, c'est une entrave à la loi. Voilà ce qu'elle dit. Donc, je ne sais pas si j'ai pu vous clarifier la situation. Élysée, est-ce que vous avez compris justement le point de maître? Non, j'ai compris l'explication, mais je pense que le maître nous fait, excuse-moi, mais maître nous fait un peu de l'interprétation. Moi, je veux vraiment qu'on soit un peu factuel. Allez-y. La loi, l'article 48, je répète encore, voilà ce que l'article 48 dit. L'article 48 dit, pour un majeur qui délibérément prend une autre nationalité, perd systématiquement la nationalité ivoirienne. Je prends un exemple, c'est-à-dire moi, Élysée, qui suis ivoirien, je suis majeur, je décide demain d'être américain. Dès l'instant que j'ai pris la nationalité américaine, je ne suis plus ivoirien. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que l'article 48 te dit. C'est ce que l'article 48 te dit. Et donc, si on suit votre raisonnement, voilà, ça veut dire qu'au moment de l'élection à la tête du parti... Non, si on suit le raisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela, hein. Ça veut dire quoi? Si on va sur cette logique-là, ça veut dire quoi? Et ça, l'exception vient du fait qu'on ait des parents étrangers. Ça veut dire que s'il y a un parent qui était français et que moi, je n'étais pas, j'ai dit que j'ai un parent ivoirien français, ça, je suis exempté. Mais dès l'instant que mes 2 parents sont censés être ivoiriens, que c'est la nationalité que j'ai comme nationalité exclusive, si je prends une autre nationalité, je perds automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire si demain je deviens américain. Non, mais si demain je deviens américain. Il termine, je vous en prie. Mais il a déjà dit. Oui, mais permettez, Pascal, permettez. Il termine, vous aurez la parole, je vous en prie. C'est pas grave, c'est moi qui gère, Pascal, c'est pas grave. Souffrez cela, mais permettez-moi de gérer le débat, s'il vous plaît. Non, je comprends Pascal, on va lire son toutefois. Parce qu'elle voit qu'il y a un toutefois, justement. Elle veut dire qu'il y a quelque chose qui... Donc, on va lire. Terminez, qu'elle aura la parole. On poursuit. Le toutefois nous dit quoi? On va lire, pardon, excuse-moi. Toutefois, pendant un délai de... Voilà ce que dit. Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur le rapport de garde des Sceaux ministres. Je vais expliquer en termes simples. Sur les tableaux de recensement, là, ça fait allusion à l'époque, en 1970, c'était contextuel. À l'époque, comment on appelle ça? Au service militaire. Ça faisait allusion au service militaire. Parce qu'à l'époque, on prenait cette loi, il y avait le service militaire qui était obligatoire, qui après a disparu. Donc cet alinéa 2, en réalité, n'est plus contextuel. C'est-à-dire qu'il sort carrément du contexte. Donc on reste sur l'alinéa 1. Et l'alinéa 1, voilà ce que l'alinéa 1 dit. Donc j'estime pour ma part, si tant est que, à moins que ce soit peut-être qu'il était mineur, mais si tant est qu'il était majeur, au moment où il prenait la nationalité ivoirienne, pardon, la nationalité française, logiquement, dans l'entendement au regard de cette loi-là,
Il a donc perdu la nationalité ivoirienne. Donc si après ça, on me dit non, que en décembre 2023, il était encore ivoirien, je me pose des questions de comprendre. Très bien, vous allez comprendre. Je pense qu'on va écouter Pascal et puis vous avez la parole. Écoutez, ma question étant un peu différente, elle sort même de ce cadre-là. Voici un pays où, et Élisée le disait ici, les mêmes causes vont produire les mêmes effets si on y prend garde. C'est souvent ce qu'il aime dire. Et voici un État, nous sommes tous dans cet État, ivoirien ou pas, demi-ivoirien, quart d'ivoirien, et où on a des élections en octobre. On a l'école qui est en train de traverser une crise. On a un président qui dit « attention, j'ai un bilan » et qu'au regard de la loi, très froidement, je peux me représenter. On a une opposition qui, certes, se met en ordre de bataille à travers comme le CAPSI, ou etc., mais qui aussi a des revendications. Et puis, on est tous d'accord pour dire attention aux questions de fond, attention à ce qui touche à l'éducation, à la santé, aux infrastructures, à continuer ce développement. Et ça fait plusieurs mois, et ça j'aimerais vraiment le dire très solennellement, qu'on est en train de savoir qui est ivoirien ou ne l'est pas, alors qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a une justice et que ces décisions sont souveraines. Mais aussi on est en train de dire que concernant la révision de la liste électorale, concernant tous ces articles que nous nous balançons à la tête les uns aux autres, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut qu'on prenne l'habitude de faire des recours. On parlait de 6 millions que nous disaient certains partis politiques ici d'irrégularité, qu'on fasse confiance à notre justice et aux instances qui réglementent nos institutions et qu'on fasse des recours. Faisons des recours. Ici, c'est vrai, notre rôle, c'est de débattre, mais faisons des recours. Ceci dit, je n'ai pas toujours une question à poser, je suis aussi en droit de faire des commentaires. Et c'est ce commentaire que je voulais faire. Très bien. Alors, Maître, essayez... Oui, toujours sur le même sujet. Il y a la question d'Élisée qui est en toujours sur le même sujet. Oui, non, après... Très bien, allez-y, Maître. Moi, en fait, je vais mettre Élisée à l'aise. Ouais. S'il lisait le code de la nationalité, il aurait compris beaucoup de choses. L'article 48 pose un principe. Allez-y. Et ensuite, devant, vous avez le chapitre 2 qui vous parle de la procédure devant les juridictions, les tribunaux judiciaires. Et l'article 83 vous dit le procureur de la République a seule qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal est direct et d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne. Donc il y a le principe de l'article 48. Si vous pensez que quelqu'un aurait perdu sa nationalité parce qu'il a pris une deuxième nationalité, ça c'est un constat que vous faites. Vous informez le procureur et le procureur engage une procédure. Et c'est cette procédure-là qui va nous dire si finalement vous avez raison ou n'avez pas raison. Et c'est cette décision-là qui va lui faire perdre sa qualité, mais ce n'est pas le principe de l'article 48 qui lui fait perdre sa qualité. Vous comprenez un peu? Et pour revenir à la note du ministre de la Justice qu'il a eu à produire à toutes les administrations le 24 décembre 2024, c'est-à-dire il y a moins de 4 mois, il dit clairement, le ministre de la Justice, les administrations constatant une potentielle perte de nationalité doivent saisir le procureur de la République compétent. Toutefois, elles ne peuvent pas bloquer le traitement des demandes de documents administratifs sur la seule base de leurs soupçons. Donc, soupçonner quelqu'un d'avoir pris la nationalité, si c'est vrai ou faux, ou de penser qu'il a vraiment pris, qu'il tombe sous le coup de l'article 48, ne lui fait pas perdre sa nationalité. Il faut qu'une procédure soit engagée. En la matière, personne, conformément justement, à l'article 83. Non, cette personne. Et le ministre dit, le ministre souligne qu'un refus de délivrer un document administratif réservé aux seuls Ivoiriens ne peut être opposé que sur le fondement d'une décision judiciaire devenue définitive, établissant que celle-ci n'a pas, celle-ci parlant de la personne concernée, n'a pas ou n'a plus la nationalité ivoirienne. Et de ce que vous savez, mais est-ce que quelqu'un a entamé une procédure? Donc, justement, avant même que je réponde à ça, pour que les choses soient claires dans l'esprit d'Élisée, il y a le principe de l'article 48 et il y a l'effectivité de la perte de la nationalité qui ne se fait qu'à la suite d'un processus judiciaire. Il n'y a que cette décision-là qui peut dire que vous avez perdu. Moi, je peux soupçonner Élisée d'avoir la nationalité française. Je peux dire qu'au titre de l'article 48, je pense qu'il n'est plus ivoirien. Mais ça, ce ne sont que mes pensées. Après, elles deviennent effectives quand il y a une procédure judiciaire qui a abouti. Voilà ce que je dis. Et vous avez dit en l'état que personne n'a encore fait cette procédure. Maintenant, je vous réponds. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune procédure, de façon générale, il n'y a aucune procédure engagée contre M. Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire devant toutes les juridictions ivoiriennes. Aucune. Pour quelques récrimination que ce soit liée à la nationalité ou à sa nomination, à son élection au PDC, il n'y a aucune procédure. Et celle de Mme Valérie Yapo? Valérie Yapo n'a jamais fait de procédure contre M. Tidjane Thiam, je peux vous le dire. Et personne ne pourra me dire le contraire. Qu'est-ce qui se passe alors? Éclairez nos lanternes alors. Mme Valérie Yapo a fait une procédure contre le PDCI et contre
mon excellent et aîné Maître Dadji Sangari, qui est la présidente du conseil des disciplines du PDCI. Donc M. Tidiane Thiam n'a jamais été assigné en justice. Au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais été assigné en justice. Voilà qui est clair. Je vous le dis. J'ai les assignations de Valérie Apo. Elle en a fait 2. Une au fond et une en référé. Il n'est pas parti au procès. Il n'est pas assigné. Très bien. Question Daouda. Et il n'y a pas de procédure contre lui en ce qui concerne sa nationalité. Très bien. Et je veux terminer. Oui, allez-y. Dans ce pays-là, si je n'ai pas de très bonne mémoire comme vous et je ne suis pas très politicien, mais il y a eu une rébellion ici parce qu'on estimait qu'on voulait exclure quelqu'un des élections à cause de ses origines, à cause de sa nationalité. On a évolué. Je me dis qu'on a dépassé ce cap-là aujourd'hui. On revient encore là-dessus. Je me pose des questions. Est-ce qu'on revient encore là-dessus? Donc, qu'est-ce qui a justifié une rébellion avant pour que les choses changent, pour qu'on revienne aujourd'hui au problème de nationalité? Je me pose des questions. Et je vous mets à l'aise. Monsieur Élysée a dit une chose importante. Je tiens à vous dire, et je vous le dis, et personne ne pourra m'en rapporter la preuve contraire, M. Tidiane Thiam est né français. Je vous le dis aujourd'hui tout clair. C'est juste par abus qu'on lui a donné la nationalité après. Il est né français et il est français. Et je pense que certaines personnes d'entre nous savent ce que ça veut dire. Quand vous naissez d'un parent français, vous êtes français systématiquement. Et ça, c'est un droit qu'on ne peut pas vous enlever, jusqu'à vie. Donc, M. Tidiane Thiam, là, il est né français. Et il est aussi né ivoirien. Il est né ivoirien de par sa mère, il est né français de par son père. Et je vous mets à l'aise. Le père de M. Tidiane Thiam est venu en Côte d'Ivoire en tant que fonctionnaire français. Il était payé par le gouvernement français parce qu'il était en détachement. Il n'avait qu'une seule nation. Le père de Tidiane Thiam n'a jamais été sénégalais. C'est vrai que ses parents sont sénégalais. Là, moi, je commence à me perdre. Je viens. Non, mais je termine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, Pascal, Daouda, s'il vous plaît. Maître, je suis un peu embrouillé. Non, permettez Daouda, il termine et puis vous aurez la parole. C'est important. Alors, je Allez-y, dis une chose que personne ne pourra contester en Côte d'Ivoire, et je pèse bien mes mots avec beaucoup d'humilité. Monsieur Tidiane Thiam, le père de Tidiane Thiam, n'avait que la nationalité française quand son fils est venu au monde. Je pèse bien mes mots. Il était fonctionnaire français, il était payé par le gouvernement français en détachement en Côte d'Ivoire. Et le père de Tidiane Thiam n'a jamais eu la nationalité sénégalaise. Il a acquis une deuxième nationalité, qui est la nationalité ivoirienne, à la demande du président Oufoué, après la naissance de M. Tidiane Thiam. Pour nous, qui avons quelques enfants français, on peut vous dire que quand vous êtes français et que votre fils ou votre fille vient au monde, votre fils est français systématiquement, sans aucune formalité. D'accord. Donc Tidiane Thiam ne rentre pas dans l'article 48, contrairement à ce qu'on le croit. Non, alors, mais permettez maintenant que Daouda puisse intervenir. En fait, je voudrais juste comprendre une chose. Sincèrement, sur le coup, j'ai été un peu perdu parce que je sais que M. Tidiane Thiam a des frères et sœurs. Oui. Augustin Thiam est là, qu'on connaît, qui est le gouverneur, comment on appelle ça, ministre-gouverneur de Yamoussoukro. Je pense qu'ils ont le même père. Bien sûr. Expliquez-moi, franchement, permettez-moi de comprendre. Oui. Comment lui, il est exclusivement ivoirien jusqu'à ce jour, mais lui étant le dernier né, pourtant le père qui est venu en Côte d'Ivoire en tant que français, les autres frères ne sont pas nés français, mais c'est le Benjamin qui naît français. Vraiment, je veux comprendre. D'accord. Moi, déjà, je vais vous mettre à l'aise. Je ne connais pas les nationalités de monsieur des autres frères. Des autres frères, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur historique. Mais ce que je sais, par expérience, c'est que un Français qui met au monde un enfant, l'enfant devient systématiquement français sans aucune formalité. Et je pèse bien mes mots. Maintenant, quand vous êtes français, là, vous pouvez être français et ne même pas aller demander votre pièce d'identité toute votre vie. Alors aujourd'hui, ça, vous pouvez le faire. Mais ça ne vous enlève pas votre qualité de français. Mais rapidement, moi j'aimerais, comme vous et moi... Mais je viens. Quand vous prenez l'article 48, je vois que cet article vous tient tant à cœur. Quand vous prenez l'article 48, il vous dit quelque chose d'intéressant. Il vous dit, paie la nationalité, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Mais Thiam, c'est vrai qu'on lui a donné en doublant la nationalité française, mais il avait déjà à sa naissance. Donc il ne rentre pas dans ces conditions. Vous dites quelque chose ici, là, maintenant, il est né français. Oui. Je suis un peu perdu, franchement, parce que... Mais parce que c'est la réalité. Non, maître, permettez-nous de comprendre, les Ivoiriens veulent comprendre. Oui, Daouda, allons-y. Maître Mathias, qui est un autre de ses avocats qui est français, dit qu'il a acquis cette nationalité, la nationalité française. Son décret de naturalisation, de libération de renonciation à la nationalité française, on regarde sur le document, on voit comment on appelle ça, l'abréviation
naturaliser. Franchement, je tombe des nues. Ça, c'était ma première question. Je vais poser la deuxième question après. Je vais peut-être y répondre tout de suite. Non, très rapidement. La deuxième question, c'est que vous et moi, nous sommes amis sur Facebook. Je lis vos posts comme vous lisez les miens. Et je sais que sur Facebook, vous avez déjà annoncé qu'au vu de la situation, M. Tidjane Thiam allait avoir des difficultés, il ne peut pas être candidat. Non, je suis quand même à l'aise. Très bien. Mettez-moi à l'aise. Allons-y sur les deux Laisse-moi te points. mettre à l'aise tout de suite. Allons-y Sur le dernier mais surtout, point. essayons de faire en sorte qu'on soit très compris. Voilà, compris sur le on va point. tous bien Surtout écouter. qu'il a renoncé justement. Je vous mettrai à l'aise. Allons-y. Il y a beaucoup d'amalgames. Allez-y, allez-y. Permettez-nous de comprendre. J'ai fait un post Facebook pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, parmi les leaders de l'opposition, pour l'instant, M. Tidjane Thiam ne remplit pas encore les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous parliez de quoi justement comme condition? Parce qu'il avait simplement la double nationalité. Mais la Côte d'Ivoire dit qu'elle ne reconnaît pas la double nationalité. La Côte d'Ivoire a dit ça quand? Dans l'article 48, maître. La Côte d'Ivoire n'a jamais dit ça. Parce que c'est pour que la double nationalité est connue, c'est ceux qui ont subi la nationalité. Essayons de l'aider, Daouda. C'est parce que je veux comprendre aussi. C'est pour ça qu'il faut lui laisser la parole. Il est là, il est juste devant moi. Voilà. Je l'ai aussi. Donc on peut le regarder ensemble. Il dit paie la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Voilà ce que dit l'article 48. Mais vous avez tous ceux qui sont nés français et qui sont ivoiriens également. Ils ne rentrent pas dans l'article 48. Vous prenez Michel Gbagbo, il ne rentre pas dans l'article 48. Oui, comme Jean-Louis Billon et Patrick Hachi. Et pourquoi ils ne rentrent pas dedans? Parce qu'ils subissent la nationalité française. Il va répondre à la question. Ils ne rentrent pas dedans parce qu'ils sont nés français. M. Tidjane Thiam est né français et ce n'est pas discutable. Je mets toute la Côte d'Ivoire au défi de me rapporter la preuve contraire. Et je le dis devant vos caméras, M. Tidjane Thiam est né français. Très bien. Il est venu au monde quand son père était français et son père n'avait que cette nationalité. Il est devenu ivoirien plusieurs mois. Le père de Thiam est devenu ivoirien plusieurs mois après la naissance de Thiam. Très bien. Alors, maître, en fait, il y a quelque chose qui... et je pense que peut-être que vous donnez la réponse, parce que le journal officiel français que nous avons vu a parlé de naturalisation. Je vais y répondre. D'accord, répondez. Cela va nous aider. Alors, c'est ce que je dis. M. Thiam, la France a voulu lui donner une naturalisation. C'était juste... Bien qu'il soit né français. Bien qu'il soit né français. Ils ont donné cette naturalisation, c'était surabondant. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui donne une naturalisation, puisqu'il était déjà né français. Mais ce n'est pas parce que c'est surabondant que ça lui fait perdre sa nationalité française de naissance. C'est un droit qu'on ne peut pas vous arracher. Alors aujourd'hui, au total, aujourd'hui, maître, c'est ça qui est la réalité. Après donc, le fait d'avoir enlevé la surabondance, il est typiquement ivoirien puisqu'il a renoncé justement à l'allégeance. Oui. C'est cela. Même quand vous êtes né français, vous avez le droit de renoncer à la nationalité. Très bien. Même quand vous êtes né français. Donc, Thiam est né français, il a eu en surabondance la naturalisation, il a renoncé à la nationalité pour l'instant parce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qui est clair et net. Écoutons Élisée, ensuite Pascal et Aïcha. Oui, moi j'ai une précision avant la question à faire parce que je pense qu'il faut qu'on éclaire certaines lanternes. Tout à l'heure, le maître a dit dans ce pays, il y a une rébellion parce qu'on a dit que quelqu'un n'aurait pas la nationalité parce qu'il voulait être... Bon, il a cité un ensemble de choses. Moi, je pense qu'on est sur un plateau, il faut qu'on évite de faire des amalgames. Allez-y, oui. Quand on a dit à la personne dont il fait référence qu'elle n'est pas ivoirienne, la personne a fait la preuve de sa nationalité, a envoyé des éléments. Mais malgré ces éléments, on a continué de contester la nationalité de la personne. Ce n'est pas la même chose. Ici, on est en train de dire... Ce n'est pas qu'on est en train de faire un débat sur une nationalité de telle et non. Mais on pense quand même que ceux qui sont censés nous diriger, à un certain moment, on peut se poser des questions sur leur éthique, sur leur crédibilité. C'est important. Moi, j'estime. Ça, c'est vraiment un devoir d'intellectuel de chercher à savoir si ce qui est fait dans les règles de l'art ou pas. Le dire ou le faire n'est pas de poser un problème forcément de nationalité. Je pense que quand même, on est intellectuel. C'est vraiment un exercice intellectuel qu'on fait. Ça, c'est déjà la première chose. Quand je vais revenir sur la question sur les questions, est-ce que le maître, en nous disant ce qu'il vient de dire, parlant de surabondance, veut-il nous dire que l'État civil français, c'est-à-dire les autorités françaises, n'ont pas connaissance de l'exhaustivité de leurs ressortissants à travers le monde, au point où ils sont capables de faire une naturalisation de quelqu'un qui est déjà censé être un citoyen. Je veux bien comprendre ça. D'accord. Bon, comme je l'ai dit là, il y a certaines personnes sur ce plateau qui connaissent bien la situation de la nationalité française, donc qui comprennent de quoi je parle parce qu'elles pratiquent cette nationalité. Quand vous êtes né français là, c'est à vous de demander qu'on vous donne votre pièce d'identité française. Ou non. Ou non. Vous n'êtes pas obligé de la demander. Mais votre droit à être français, là, on ne peut pas vous l'arracher. Maintenant, si vous voulez l'exercer, vous venez vous dire, je veux avoir ma pièce d'identité française.
Et en ce moment-là, on te demande de produire un certain nombre de documents qui apportent la preuve que tu es vraiment né d'un parent français et ça ici, et puis on te donne ta pièce. Pourquoi il n'a pas fait quand il demandait la nationalité? Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à ça, parce que ça remonte à plus de 30 ans. Mais pour répondre à ce que disait Élysée, je dis que être français, c'est un droit. Demander sa pièce d'identité, c'est autre chose. Très bien. Maintenant, avoir la nationalité en surabondance, ça ne gâte jamais, comme on dit en Abidjan. Et petite chose, pour aller dans ce que disait Élysée dans son sens, je n'ai pas parlé de la rébellion pour remettre en cause la nationalité de qui que ce soit, non. J'ai juste dit qu'en Côte d'Ivoire, à un moment, le problème de la nationalité a été un problème qui a été assez clivant et que ça a même justifié une rébellion. On n'a pas envie de revenir, après toutes ces années difficiles-là, à un nouveau débat sur la nationalité d'un Ivoirien. C'est ce que je dis simplement. J'estime qu'on devrait dépasser ce niveau. Voilà. Écoutons Pascal et ensuite Aïcha. Pascal, question? Écoutez, en partie, Maître, à travers ses réponses, est revenu sur l'ensemble de ce que je voulais dire à ce stade. Donc vous pouvez continuer l'entretien. Très bien. Aïcha, oui, je vous ai écouté religieusement. Juste sur ce que vous venez de dire, le fait qu'effectivement on fasse des débats sur la nationalité, je veux dire, vous êtes le troisième avocat après Maître Chiche Porchiche et Blessy qui en parlaient ouvertement. Donc vous alimentez un peu ce débat aussi, sauf votre respect. Petite question. Nonobstant le fait que le parcours de M. Thiam soit très brillant, et effectivement il reflète l'excellence au-delà même de la Côte d'Ivoire, Valérie Yapo, Jean-Louis Billon, Jean-Yves Esso, et maintenant, on l'a appris aujourd'hui, une centaine de délégués du PDCI qui rejoignent, a priori, les rangs du RHDP. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du PDCI, c'est un échec de leadership? Maître? Mais moi, je vous mets à l'aise. Déjà, il faut comprendre que les partis politiques sont une organisation libre à laquelle on adhère volontairement et à laquelle on peut sortir volontairement pour raisons personnelles. Je peux estimer que mon ami Daouda est dans un parti, ça me plaît, je change de parti, je le rejoins. On n'a pas besoin de justifier pourquoi on change de parti. Et ce n'est l'échec de rien que de changer de parti. Sinon, il y a des gens du RHDP qui sont venus dans d'autres partis ou vice-versa, ça ne pose aucun problème. Donc au niveau du PDCI, vous êtes tranquille sur la question? Moi, je vous dirais qu'au niveau du PDCI, le fait que certaines personnes partent au RHDP, le PDCI compte des milliers de partisans et de sympathisants. Si quelques-uns partent où ils se sentent mieux, plus à l'aise. On nous a même dit que c'est parce qu'on a 8 enfants ou différentes. Donc il y a différentes raisons qui peuvent justifier que les gens partent. C'est leur droit. Et moi j'estime qu'il faut leur donner le droit de le faire. Et il ne faut pas leur jeter la pierre parce qu'ils changent de parti. Il faut qu'on accepte que les gens aient le droit de changer de parti et d'aller là où ils se sentent à l'aise. Et ça c'est un principe qu'il faut qu'on fasse respecter pour tout le monde. Et moi, ça me tient à cœur que ce principe soit respecté. Très bien. Maître Dadje, nous terminons notre entretien. Merci d'être venu. Regardez la caméra et adressez-vous donc à la Côte d'Ivoire. Voilà. Adressez-vous à la Côte d'Ivoire. Au total, que devrait-on retenir, en tout cas, de tout ce qu'on a dit ici, sur ce plateau, pour les Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire et ceux qui aiment cette nation, mais surtout les militants du PDCI-RDA? Je vous fais un résumé en 1 minute de toute la situation. Premièrement, le président Tidjane Thiam va très bien. Il sera à Abidjan très bientôt. Il n'a aucun problème avec les autorités ivoiriennes sur ces documents ivoiriens et sur le fait de rentrer sur le territoire. Donc, il ne faut pas qu'on alimente une fausse rumeur et qu'on accuse inutilement le pouvoir ivoirien. Non, ça c'est la première chose. Deuxièmement, Mme Valérie Yapo, que j'ai même déjà défendue, qui me l'a rappelé quand on se croisait au procès, n'a jamais fait de procédure contre le président Tidjane Thiam. Elle l'a fait contre le PDCI. Elle a fait les procédures contre le PDCI et contre Maître Dadje Sangaré. Elle demande quoi? Elle fait une procédure au fond dans laquelle elle demande qu'on annule la décision du Conseil disciplinaire qui a prononcé son exclusion temporaire. Vous comprenez? Elle dit aussi qu'elle pense que M. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien au regard de l'article 48 et que le tribunal le constate et qu'en conséquence, on puisse lui retirer son élection, qu'on puisse lui retirer également la nomination de toutes les personnes. Bien qu'elle n'ait pas porté plainte directement contre lui. Le procureur. Voilà ce que dit Valérie Yapo au fond. Et elle fait une procédure en référé pour dire, comme j'ai fait une procédure qui pour moi peut aboutir, dans l'intervalle, je souhaite qu'on suspende ma décision de sanction pour ne pas que ça me pénalise. Mais le PDCI, le Conseil disciplinaire PDCI, prend une décision pour annuler sa sanction. Donc son référé devient sans objet. Elle revient et dit, bon, comme on a annulé ma sanction, désormais je ne demande plus ça, je demande maintenant qu'on nomme un administrateur provisoire au PDCI qui va gérer le PDCI. Lequel l'administrateur a dit qu'il ne se reconnaissait pas justement dans cette démarche? L'administrateur n'a pas encore été désigné. C'est elle qui a proposé un administrateur. Mais la justice, la juge des référés, prendra sa décision. Si elle estime qu'elle veut suivre Valérie Yapo, elle appréciera. Ça sera le 11 avril, mais déjà,
la procédure est sans objet parce que la décision a été retirée. De deux, le juge du fond que Valérie Yapo a saisi n'est pas en procédure contre M. Tidjane Thiam. Et il n'y a que l'article 48 et l'article 83 qui permettent qu'une procédure de constat de suspect d'insanité soit faite. Et le ministre de la Justice a été assez clair. Il n'y a aucune autre procédure que celle-là. Tant que, conformément à l'article 83 et 84, une procédure n'a pas été faite par le procureur qui constate définitivement que M. Tidjane Thiam a perdu sa nationalité, aucune autre juridiction ne peut faire des constats et des déductions. Donc les procédures de Valérie Yapo, pour moi, elles sont sans objet. Très bien. Naturellement, j'estime qu'elle doit être manipulée à dessein ou à tort. Mais elle a dit qu'elle n'est pas manipulée aujourd'hui. Je dis naturellement, j'estime, c'est mon opinion. Elle peut être manipulée par certaines qui, personnes. selon vous? Certaines personnes, quelques personnes du PDC qui sont peut-être pas contentes, ou du monde de la société civile, ou même peut-être du parti au pouvoir. Elle est mais c'est de guerre. Elle peut être libre penseuse comme vous, non? Très bien, maître Dadji. Bien sûr. Elle peut être libre penseuse et Merci avoir ses Daouda. opinions aussi. Merci Daouda. Merci maître. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous éclairer nos de m'avoir lanternes. reçu. Merci. Et n'hésitez pas, maître. Je pense qu'avec... J'étais très honoré d'être reçu ici. Mais nous aussi, j'espère que j'ai pu vous donner quelques explications pour clarifier tout ce malentendu. Moi, vous m'avez un peu embrouillé quand même. Daouda, vous n'avez pas la parole. Je suis désolé. Merci. Vous prendrez un rendez-vous spécial pour que je vous éclaire mieux. Je viendrai à votre bureau demain. Merci beaucoup, maître. Merci d'être venu. Nous partons au journal qui vous sera présenté par Isabelle Vauveur. À tout à l'heure. Avec Wave, mon jet est calé. Jamais scanné pour payer avec Wave. Du 1er au 30 avril, gagne 1000 francs pour ton premier paiement via Wave. Partout, pour tout, t'es sans frais. Promotion valable uniquement sur votre premier paiement via Wave de montant minimum de 1500 francs. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré des douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. La folie des cadeaux avec l'émission Le Vrai Match sur Live TV. Le Vrai Match, c'est aussi du cash à partager tous les jours. Appelle vite le 98 070, réponds à la question qui te sera posée pendant l'émission et tente de remporter la somme de 25 000 francs CFA tous les jours et un super lot de 250 000 francs CFA tous les jeudis. Ne rate surtout pas cette occasion de repartir avec des enveloppes et plein d'autres lots. Appelle vite le 98 070 et tente de repartir avec du cash. Coût de l'appel, 200 francs CFA. Live TV, la télé sans filtre. Envie de faire passer un message fun et doux à tous tes proches sur ta chaîne préférée? C'est maintenant possible. Tu peux désormais faire une dédicace à ta famille et tes proches et la voir passer sur Live TV. Comment procéder? C'est simple. Envoie Dédi suivi de ta dédicace par SMS au 98 112. N'oublie surtout pas de marquer ton nom tout en bas de ta dédicace. Dédi au 98 112, coût du SMS 200 francs CFA. Live TV, la télé sans filtre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nouvelle édition du 1945. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025 et voici les titres qui ont marqué l'actualité. Ce mercredi, le président Alassane Ouattara a présidé un conseil des ministres où des mesures importantes ont été prises, vous le verrez. Grève des enseignants, la ministre Anne-Désirée Oloto a rencontré les syndicats de l'éducation pour discuter de la crise en cours. Un atelier est prévu du 17 au 19 avril pour analyser les revendications des syndicats, notamment la prime d'incitation pour le personnel éducatif. Et usurpation d'identité, Donassi Issouf Soro se bat pour clarifier une situation où son permis de conduire a été retrouvé sur un livreur décédé dans un accident.
Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 9 avril sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, conseil qui a permis de prendre plusieurs mesures. Ce sont entre autres la résolution de la grève des enseignants par voie de dialogue, le démantèlement des panneaux publicitaires anarchiques et la création du guichet unique de permis de construire et du contrôle urbain pour régler le problème des effondrements d'immeubles. André Sémian, Francis Kofi et Marion Été. La crise qui secoue l'école ivoirienne depuis plusieurs jours connaîtrait une issue favorable par la voie du dialogue. L'assurance a été donnée ce mercredi par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Cette grève est survenue dans un contexte où les représentants syndicaux issus du ministère de l'Éducation nationale revendiquent des primes d'incitation mensuelles. La question des primes touche un plus grand nombre de corporations que celui du monde de l'enseignement, de l'éducation seulement. Il est important pour le gouvernement d'introduire cela dans une réflexion générale, dans un cadre général, parce que vous avez plusieurs secteurs qui demandent des primes. À partir de ce moment, le gouvernement qui ne veut pas avoir à régler les problèmes, je dirais, de façon partielle, veut mettre cela dans un cadre global de réflexion. C'est ce qui justifie la mise sur pied de ce comité d'experts. Une opération de démantèlement de panneaux publicitaires irréguliers dans le district d'Abidjan a débuté depuis le 10 mars 2025. Les professionnels du secteur, lors d'une conférence de presse du lundi dernier, estiment n'avoir pas été associés à cette opération et réclament une consultation et des mesures pour éviter une perte économique de la filière. Sur cette sortie, le porte-parole du gouvernement a fait des précisions. Nous avons mis en place un processus inclusif qui a fait l'objet de plusieurs réunions auxquelles ont été invités tous les professionnels du secteur, en tout cas leurs fêtières. Une étude de Bennett qui a eu lieu bien avant que nous arrivions, c'était aux alentours de 2012-2013, indiquait que à l'époque, pour la ville d'Abidjan, nous avions environ 8000 panneaux dispositifs publicitaires de trop. Depuis plusieurs années maintenant, la Côte d'Ivoire est confrontée à d'énormes effondrements d'immeubles avec son corollaire de décès, dont une forte concentration dans la ville d'Abidjan. En 2024, par exemple, une quinzaine d'effondrements majeurs ont été recensés dans la capitale économique et dans d'autres régions du pays. Pour répondre à cette problématique, le gouvernement vient de mettre en place le guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain. Le guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain est conçu pour assurer une maîtrise accrue du processus de développement de nos villes et pour mettre définitivement un terme aux effondrements d'immeubles, aux constructions irrégulières et disharmonieuses et globalement au désordre urbain préjudiciable à l'action publique, notamment en cas de pluie diluvienne et d'inondation. Le gouvernement s'est donné rendez-vous dans 2 semaines pour plancher sur d'autres mesures pour le bien-être des populations ivoiriennes. Ce mercredi 9 avril 2025, la ministre Anne-Désirée Ouloto, accompagnée des ministres de l'Éducation nationale et de la promotion de la jeunesse, ont échangé avec les responsables des syndicats du ministère de l'Éducation et de l'enseignement technique dans les locaux de la fonction publique. L'objectif reste le même, trouver une issue à la crise qui secoue le secteur de l'éducation suite à la grève observée par les syndicats depuis le 3 avril 2025 afin de sauvegarder l'année scolaire et assurer le droit à l'éducation. Après des échanges fructueux, plusieurs décisions ont été prises. Un atelier inclusif sera ensuite organisé du 17 au 19 avril 2025 avec toutes les parties prenantes pour examiner la revendication des syndicats. Celle-ci concerne une prime d'incitation pour le personnel de l'éducation et de la formation. Une restitution de cet atelier aura lieu le 22 avril 2025 au cabinet de Madame la ministre d'État. Les syndicats ont également exprimé des préoccupations liées à la libération de leurs camarades incarcérés lors des précédentes manifestations, mais les membres du gouvernement ont rappelé que cette question relève de la compétence de la justice. À l'issue des échanges, les parties ont convenu de ce qui suit. L'organisation d'un atelier inclusif les 17, 18 et 19 avril 2025, réunissant l'ensemble des parties prenantes autour du thème « Examen de la revendication relative à la prime élaboration d'un chronogramme de travail. L'organisation d'une rencontre au cabinet de Madame le ministre d'État pour la restitution
des résolutions et des conclusions de cet atelier le mardi 23 avril 2025. La réaffirmation de la nécessité de privilégier la voie du dialogue responsable pour l'examen de toute préoccupation conformément à l'esprit de la trêve sociale. Les organisations syndicales ont fait le plaidoyer de la libération de leurs camarades incarcérés ou interpellés et la levée des mesures à caractère financier prises lors de l'arrêt de travail observé les 15, 16 et 17 octobre 2024. Je salue donc cette mobilisation du gouvernement, ce bon esprit d'équipe au nom de Monsieur le Premier ministre qui nous a instruits à l'effet de tout mettre en œuvre pour la reprise de ce dialogue avec nos partenaires. Le droit des enfants, le droit à l'éducation est un droit fondamental. Il est important que cette année scolaire aille à son terme. Le gouvernement voudrait rassurer la communauté éducative, les parents d'élèves, nos élèves, en disant que pour nos enfants, nous serons toujours à la table du dialogue. Et pour favoriser l'apaisement, le gouvernement a demandé la levée de la grève qui dure depuis le 3 avril. L'intersyndicale, tout en saluant le climat de convivialité des discussions, a annoncé qu'elle consulterait sa base le jeudi 10 avril lors d'une assemblée générale. Imaginez un seul instant, pendant que vous vivez votre vie normalement quelque part en Côte d'Ivoire, votre identité est utilisée par une tierce personne sans que vous ne le sachiez. Puis le pire arrive. C'est ce que vit en tout cas Donassi Issouf Soro depuis le 29 mars. Son permis de conduire a été retrouvé sur un livreur victime d'un accident mortel. Et depuis, il cherche à clarifier cette fâcheuse situation. Les détails de cette affaire dans ce reportage de Tchelina Lebonsoro commenté par Marion Été. Il y a quelques semaines, Donassi Issouf Soro, agent communautaire de la ville d'Issia, a été informé par ses proches de sa prétendue mort à la suite d'un accident de circulation à Abidjan dans la commune de Yopougon. Ces derniers l'avaient alors appelé pour prendre de ses nouvelles. Intrigué, il a consulté le lien de la publication sur Facebook qui le donnait pour mort. Il est alors stupéfait par ce qu'il va découvrir. Sur la pièce, on avait déjà le nom de famille, les deux prénoms, la date de naissance, le lieu et même le numéro du permis. Parce que tout permis a un numéro. On a vérifié ensemble le numéro. Et même au commissariat, nous avons vérifié ensemble encore pour se rassurer que je n'ai pas sauté une lettre ou un chiffre. On a vérifié ensemble et effectivement, c'était le cas. Donassi Issouf Soro affirme ne pas avoir égaré ses documents d'identité. Seulement, il se souvient avoir postulé pour un emploi de chauffeur sur un site d'offre d'emploi et avoir mis son permis de conduire sur cette plateforme. Pour clarifier cette situation, il parcourt les 400 km qui séparent Issia d'Abidjan. Ne sachant pas à quelle structure s'adresser, il visite plusieurs commissariats, une brigade de sapeurs-pompiers, la préfecture de police et contacte même la police de lutte contre la cybercriminalité. Donc finalement, il m'a dit de porter plainte, d'avoir les OP de ces peut-être deux commissariats. Ça sera aussi un moyen pour moi de me protéger, pour dire que je suis passé effectivement dans ces lieux. Donc c'est comme ça que je suis retourné au commissariat du 16e, au lieu du service constat cette fois-ci, au commissariat même, pour porter la plainte. L'usurpation d'identité se produit lorsque quelqu'un se fait passer pour vous, utilise vos données personnelles sans votre consentement et réalise divers actes en votre nom. Selon le juriste Anderson Dri, le législateur ivoirien n'a pas encore spécifiquement réglementé l'usurpation d'identité, qui est souvent assimilée à la fraude sur l'identité. Quand on veut utiliser, mais quand on veut répondre à la question de l'usurpation d'identité, on se penche plus du côté de l'escroquerie, qui sont les moyens par lesquels on utilise soit l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, dans le but de faire croire à quelque chose, et par des moyens aussi frauduleux. Le juriste poursuit en expliquant que lorsqu'on est confronté à un cas d'usurpation d'identité, il est nécessaire d'entamer des démarches auprès de la justice et de la police. Pour la première chose, qu'elle se rende dans un commissariat de police ou une gendarmerie
ou même elle peut écrire pour aller voir le procureur de la République pour porter une plainte. Elle signale que les faits qui ont été faits en son nom ne sont pas légaux. Elle signale que sa pièce a été utilisée sans son consentement. Donc, elle dépose une plainte soit à la police, soit à la gendarmerie, soit chez le procureur de la République, soit même chez le juge d'instruction. Si ça a été fait par un système d'information, elle peut saisir la PLCC, la police qui lutte contre la cybercriminalité. Selon l'article 19, alinéa 1 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité, quiconque utilise frauduleusement un ou plusieurs éléments d'identification d'une personne physique ou morale par le biais d'un système d'information est passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 à 10 millions de francs CFA. De même, toute personne qui utilise, possède, offre, vend, met à disposition ou transmet sciemment de fausses données d'identification est punie de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Un grave accident de la circulation s'est produit ce mercredi 9 avril 2025 à 12h04 dans la commune d'Atekoubé. Un minicar transportant des élèves du groupe scolaire Le Parlement en route pour participer à la finale de la petite scène scolaire est entré en collision avec un véhicule particulier provoquant le renversement du minicar. Le bilan est lourd, 39 victimes dont 7 dans un état grave. Les secours rapidement arrivés sur les lieux ont procédé à l'évacuation des blessés. 2 victimes ont été transportées par le véhicule de secours l'AR 11, tandis que 37 autres ont été prises en charge par l'ARGC 11. Toutes les victimes ont été évacuées vers le CHU de Yopougon pour recevoir des soins appropriés. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident dramatique. Et nous souhaitons un bon rétablissement aux accidentés. Place à l'actualité internationale. Entre révélations financières au Sénégal, retour de Kabila en RDC et tensions économiques mondiales, l'actualité est marquée par des secousses majeures du FMI à Dakar, après une dette cachée au retour politique de Joseph Kabila en RDC, en passant par l'escalade commerciale entre Pékin et Washington. Les enjeux de gouvernance et d'équilibres économiques dominent la scène mondiale. Océane Ouattara et Yann Espia. Au Sénégal, une délégation du Fonds monétaire international s'est rendue à Dakar les 7 et 8 avril après la révélation d'une dette cachée de 7 milliards de francs CFA par la Cour des comptes. Tout en appelant à faire la lumière sur ces irrégularités, le FMI a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa coopération avec le pays. Les discussions reprendront à Washington. La présidence de son côté réaffirme son engagement pour la transparence et l'assainissement des finances publiques. Le Premier ministre Ousmane Sonko devrait en présenter les premières mesures ce jeudi 10 avril à l'Assemblée nationale. En RDC, l'ancien président Joseph Kabila a annoncé son retour après 6 ans d'absence et 1 an d'exil en Afrique du Sud. Dans une déclaration datée du 8 avril, il a dit vouloir contribuer à une sortie de crise sécuritaire et institutionnelle. Ce retour intervient peu après le 23e anniversaire de son parti, le PPRD, relançant ainsi sa présence politique. Le 18 mars, Kabila avait déjà rejeté les accusations le liant au groupe armé M23. Il revient dans un contexte de forte tension politique. Sur le plan mondial, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'est intensifiée ce 9 avril. Pékin a relevé ses surtaxes sur les produits américains à 84% et placé 12 entreprises américaines sur la liste noire. Cette riposte fait suite à de nouvelles taxes imposées par Washington. La Chine accuse les États-Unis de pratiques commerciales injustes, notamment dans les énergies propres. Cette escalade menace l'économie mondiale avec des risques accrus d'inflation, de perturbations logistiques et de ralentissement du commerce international. Des voix s'élèvent pour appeler à des négociations afin d'éviter une crise prolongée. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure pour le point de l'actualité quotidienne. Le Grand Talk se poursuit juste après. Bonsoir. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? C'est quoi le plan? Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours.
On y va, ça va signer. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Qui veut épouser mon fils? Tu ne croiras pas ce qui vient de m'arriver. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Là, c'est un quartier. Je me rappelle très tard, les élèves sont arrivés morts, les pénitentiaires, les pommes coiffeuses, les galas montagneuses, d'une manière, tout ça vient d'ici. Je suis fier de mon quartier. Qui va nous représenter partout dans toutes les communes en matière d'avalie. Quand je dis l'homme mange là, ça s'appelle Don Pierrot. Il a mangé à ticket 3000 poissons. 3000 poissons, 300. Les meilleures astuces saines et pratiques pour prendre soin de soi. Bonjour les beautés, aujourd'hui on va aborder une thématique qui nous concerne toutes. La noix de coco et tous ses bienfaits. Et c'est une huile de soin que nous allons appliquer avant le shampoing. Imagine qu'on va appliquer une crème. C'est une crème matifiante, idéale pour les peaux grasses. C'est votre nouvelle capsule bien-être sur Live TV. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes maintenant, après le journal qui vous a été présenté par Isabelle Vauvor, à la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous parlons toujours d'élection présidentielle et justement, nous allons recevoir l'ex-député d'Adiaké, Monsieur Nyambo Kakou, candidat à la présidentielle de 2025, déclaré donc avec 33 projets pour la Côte d'Ivoire. Il estime qu'après avoir pris le pouvoir d'État par les urnes, il nommera la monnaie ivoirienne ivoire. Merci d'être là, Monsieur Nyambo Kakou. Merci d'être là. Alors, parlez-nous un peu de votre projet. Vous décidez de briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Quelles sont les raisons qui vous poussent donc à aller à cette élection de 2025, d'octobre 2025? Je voudrais vous remercier. Notre plaisir. Merci vraiment de me donner cette opportunité de m'adresser à mes concitoyens, de m'adresser par votre chaîne à la Côte d'Ivoire. C'est un moment rare. Aujourd'hui même, je viens d'annoncer face à mon peuple et face à la presse ma candidature. Votre peuple Le peuple de la Côte d'Ivoire. Le peuple de la Côte d'Ivoire. Le peuple de la Côte d'Ivoire, effectivement. L'échantillon était représenté, c'est le peuple. C'est cela. Ah ouais. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à briguer? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? J'allais vous reposer la question, est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire telle qu'elle est actuellement? On aimerait que vous puissiez y répondre. Oui, merci. Est-ce que vous aimez la Côte d'Ivoire? C'est vrai que l'apparence, bon chic, bon genre, mais ça représente 1% de la population. 99% de la population, c'est dans la pauvreté, dans la misère. Nous sommes 159e au niveau de la santé au monde, sur 180 pays. Nous sommes les 16 derniers au niveau de la pauvreté.
Vous voyez, la Côte d'Ivoire. Les combien? Dans les 16 derniers. D'accord. Au niveau de la pauvreté. Selon le rapport avec un taux de pauvreté qui est passé de 52% à 37%. Le taux de pauvreté est 37,5%. Et ça nous classe parmi les 16 derniers au monde. Les 16 derniers. Et 32%. Élysée, on va le laisser terminer, vous aurez la parole. Mais est-ce que vous êtes fiers quand on parle de 37,5%? Moi, je n'en suis pas fier du tout. Pourquoi? Un pays comme la Malaisie, 4% au niveau du taux de pauvreté. Parce qu'on est avant-dernier, alors on est heureux parce qu'on n'est pas le dernier. Je ne suis pas heureux. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Parce que depuis 1960, nous avons pris la mauvaise trajectoire. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'indépendance, notre pays a hérité de deux éléments qui nous conditionnent à être les derniers. Le premier élément, c'est la Constitution. La Constitution crée un homme fort, mais cette Constitution a été héritée de la Constitution de la 5e République de la France. De Gaulle a voulu un homme fort parce que sortant de la 4e République, il y avait une stabilité constante. Très bien. Ah ouais. Donc, ok, on va vers un homme fort. Mais nous, on a érigé l'homme fort, mais le pays est devenu très faible. Très bien. Donc, moi, je viens pour dire, ok, nous sommes sur la mauvaise pente. Dorénavant, sachant que notre pays est constitué de 60 ethnies, il faut qu'on en tienne compte. Une diversité ethnique. On ne va pas aller vers l'universalisme, il faut aller vers le multiculturalisme. Très bien, permettez donc que notre plateau puisse vous poser des questions, M. Nyambo. Pascal, Aïcha, Daouda, Élysée. Commençons par vous, Daouda. Monsieur Nyambo, d'entrée de jeu, vous avez dit que 99% de la population ivoirienne est dans la misère. C'est ce que vous avez dit? Oui. Ok. N'a pas le statut que vous avez, c'est ce que je veux dire. Sur quoi vous vous fondez pour tenir de telles affirmations de façon péremptoire? Parce que on est devant les Ivoiriens, devant votre peuple. Et donc, techniquement, je me dis, quelle est votre source pour dire cela? Monsieur Daouda. Monsieur Nyambo. À l'heure actuelle, 9 jeunes sur 10 sont au chômage. C'est péremptoire. Et c'est pour ça que j'ai dit, quelle est votre source? Quelle est la base? Vous étayez vos propos. Quelles sont vos données statistiques que vous avez pour affirmer cela? On va l'écouter, on va l'écouter. L'éducation, ça vous dit quelque chose? Au niveau de l'éducation, nous sommes 125e sur 141. Monsieur Nyambo, ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la réponse. La question que je vous pose, elle est claire, elle est précise. Quelle est la base des données que vous avez consultées pour dire que 99% des Ivoiriens sont dans la misère? D'accord. Très bien. Il y a la Banque mondiale, vous avez consulté ces statistiques. Il y a l'indice de l'éducation qui est fait par... de quelle année, s'il vous plaît, pour... 2024. La Banque mondiale. Hein. La Banque mondiale 2024. Il y a l'index knowledge qui mesure l'éducation, qui nous classe parmi les 125e. Il y a, comment on appelle ça, le Sud de la santé, je n'ai pas la source, mais je sais qu'on est 159. Ils sont en train de faire un fact-checking. On va progresser pour l'instant. Pascal, Élysée, Daouda va faire donc la recherche. Écoutez, c'est très bien parce que ce fact-checking-là nous permettra d'avoir ces fameuses sources parce que 99% d'Ivoiriens dans la misère, ça me semble un petit peu beaucoup, pour ne pas dire abusif. Mais permettez-moi d'exagérer aussi parce que nous sommes dans la misère. Dans tous les cas, il est en train de faire un fact-checking, on aura la réponse. Allez-y, Pascal. Monsieur Nyambo Kakou, moi je suis contente de recevoir avec mes camarades ici quelqu'un qui vient nous parler de son projet pour la Côte d'Ivoire. On a eu les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Vous avez un projet en 33 points essentiels pour la Côte d'Ivoire. Mais avant d'en arriver à la mise en œuvre de ces 33 points, si vous êtes élu en octobre, est-ce que, monsieur Nyambo, au regard des conditions qu'il faut pour se présenter à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, vous disposez de la caution, des parrainages et d'une base assez solide pour pouvoir prétendre avoir un score non seulement honorable, mais gagnant? On rappelle la caution, Pascal, pour... C'est 50 millions. 50 millions. Allez-y. Je pense que 50 millions, c'est une grosse somme. Mais permettez-moi de vous dire que pour les difficultés actuelles,
ce n'est pas la mer à boire. Pour les difficultés dont pour les 1%, dont vous faites partie, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire. Les Ivoiriens méritent que vous fassiez le sacrifice, en fait. C'est ce que vous dites. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Le parrainage, c'est une nécessité. Ça a été mis en place pour éliminer les candidats, mais il faut en faire face. Il faut en faire face. J'appellerai les Ivoiriens à témoin. Parce qu'il faudra qu'on arrive à rassembler toutes ces conditions. Toutes ces conditions. Maintenant, permettez-moi, parce que c'est vrai que c'est tellement sérieux que, excusez-moi madame, hein, c'est une très belle question, mais je ne vais pas me laisser distraire. Il faut qu'on aille, pourquoi est-ce que, pourquoi 33 projets et pourquoi ces 33 projets Laissez distraire, excusez-moi, laissez distraire par quoi justement? Non, parce qu'on va répondre, est-ce que tu crois, est-ce que tu penses, est-ce que... Non, il faut la question qu'elle a posée était une question statutaire. Hein. La loi dit que celui qui doit être candidat doit pouvoir payer une caution. Tout à fait. À partir du moment où un individu, un citoyen, tout à fait, à son âme et conscience, il décide qu'il est candidat, c'est qu'au préalable, il connaît les conditions nécessaires pour être candidat. Je suis ivoirien, il faut 50 millions. Tout à fait. Il les déposera, ce n'est pas le moment où vous voulez que je vous les présente maintenant. Non, ce n'est pas l'objet. Alors, vous avez répondu à la question, vous avez dit que sur la question de la caution, ce n'est pas un problème. Vous en étiez au parrainage, je pensais d'ailleurs que vous allez plus développer, parce que ça aussi, c'est un élément important de candidature. Et puis, le dernier point, c'était les 33 projets, mais j'avais demandé les grandes lignes, 2 ou 3. C'est ça ma question. Le parrainage, on sera à jour. Je ne suis pas à jour au moment où je vous parle. C'est ça. Mais j'ai encore 3 mois et je serai à jour. Très bien. Et c'est 30... quelques points. Les 33 projets. Les 33 projets. Je vous disais tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a hérité de 2 éléments qui minent notre descente aux enfers. La Constitution et la monnaie. La Constitution, c'est une constitution d'hommes forts, alors que ce qu'il faut, il faut un État dans lequel les citoyens sont riches. Exemple, vous, président, quels sont les pas forts, justement, que vous feriez? D'abord, avant d'être président, moi, président, je pose les bases d'un État durable. Ces bases, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Actuellement, la Côte d'Ivoire, 60 ethnies. Avec le système culturel, on va créer 8 groupements de territoire. Et ces 8 groupements de territoire seront autonomes, complètement autonomes et indépendants. Ils auront leur constitution, ils auront leur assemblée. Et puis, dirigés par un gouverneur qui aura une durée de 5 ans. Nous devenons une fédération. Une fédération. Une fédération, parce que quand on est une mosaïque de peuples, il faut quelque chose qui colle à ce peuple. Parce qu'actuellement, il y a des régions qui ne sont pas développées, il y a des régions qui sont développées. Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez pour votre pays, pour votre beau pays. Très bien, merci d'avoir donc répondu au point de Pascal. Écoutons Élisée et ensuite on termine avec Aïcha pour ce premier tour de table. Ok, d'accord. Moi j'ai 2 petites questions rapides. La première, M. Nyambo Kakou, vous vous positionnez où exactement? Est-ce que vous êtes socialiste, libéral, centriste? Vous êtes où exactement? Votre idéologie? Ça, c'est la première question. La seconde question, Nyambo Kakou était était candidat, si je ne me trompe pas, en 2010. 2015, voilà, la présidentielle 2015. Ce serait bien que vous nous rappeliez déjà votre score et puis que vous nous dites qu'est-ce qui en réalité n'avait pas marché et que vous pensez a été corrigé, qui pourra permettre qu'en 2025, ça marche. La question. C'est pour ça. Et ça, c'était un peu votre point. Oui. C'est pour ça. Permettez-moi de faire juste une ça. Bravo, bravo. C'est pour ça que je vous remercie. En 2015, je suis passé sur TF1, j'ai eu 2 heures. 2 heures d'émission, 0,1%, 18 000 votants. Sur TF1, c'est ça? TF1. La chaîne française. La chaîne ivoire. Non. RTI 1. RTI, excusez-moi. RTI 1. RTI 1. Vous n'êtes pas français, pour savoir juste.
Non, je suis ivoirien. Très bien. Ivoirien. Vous n'avez pas de problème. Non, non, ivoirien pur et dur. Très bien, allez-y. Donc vous avez eu 0,18% en 2015, c'est ça? 18 000 voix qui correspondent à 0,1%. 1%, voilà, 0,1%. Ok, d'accord. Bon. Mais c'est quand même curieux. Un élève qui a été dernier l'année N-1, qui revient être premier, on va le chahuter parce qu'il a été dernier l'année N-1. C'est vous qui chahutiez la Côte d'Ivoire en la traitant de dernière sur certains points. Comment? C'est vous qui disiez que la Côte d'Ivoire était dernière dans de nombreux points. C'est ce qu'on entend. Mais elle a toujours été dernière. Depuis 1960, nous sommes indépendants. Nous faisons 40% depuis du PIB 1960, 65 ans. C'est assez fort de dire que la Côte d'Ivoire est dernière en tout, parce qu'il faut pouvoir le dire avec des chiffres. Nous sommes premiers où? Dites-moi où est-ce que nous sommes premiers? Très bien. Monsieur Kakou Nyangbo, revenons à la question, parce que je crois qu'il a entamé, mais n'a pas terminé. La question est claire. Vous positionnez où? Socialiste, centriste, libéral? Ça, c'est déjà premier. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qui n'avait pas marché en 2015 que vous pensez avoir corrigé qui permettra que ça marche en 2025? Les Ivoiriens ne savent pas ce que dit Nyangbo Kakou. Grâce à vous, ils vont commencer à entendre exactement ce que je propose à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il posait la question d'idéologie. Je suis centriste. Centriste libéral. Très bien. Ensuite, je ne suis pas du tout socialiste. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché? La question d'Élysée. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2015? Parce que c'est vrai que j'ai eu que 2 heures d'émission. Ok, vous estimez que si vous aviez eu le temps de pouvoir présenter votre agenda, les Ivoiriens, votre peuple, donc vous aurez suivi. Largement. Très bien. Aïcha, question. Oui, effectivement, j'avais cette question-là aussi. Bonsoir, monsieur. Vous avez annoncé un chiffre qui concerne la pauvreté en Côte d'Ivoire. Sans doute que Daouda a fact-checké, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous comptez faire, puisque ce problème semble vous tenir à cœur, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour réduire la pauvreté quand vous serez président, monsieur? Depuis 1960, nos produits agricoles passent cueillage, séchage, exploitation. Cueillage, séchage, exploitation. Nos jeunes qui finissent leurs études, personne ne peut travailler parce qu'il n'y a pas d'industrie. Moi, président, mon premier décret sera plus jamais aucune matière première ne sortira de ce pays sans qu'elle n'ait subi au moins sa première transformation. Tout va être transformé sur place avant d'être exporté. Donc la transformation, c'est un des piliers de votre agenda. Aucune matière première ne sortira. Et la révision de la Constitution. Ah oui, oui. Daouda, vous étiez en train de faire de fact-checking. Oui, bien sûr, les 90% de... Oui, permettez. C'est très important pour moi, M. Nyangbo, parce que nous sommes sur une chaîne, on informe les gens. Notre travail, c'est le triptyque informer, divertir et éduquer. Allez-y, Daouda. Selon les données de la Banque mondiale, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est de 37,7%. Et l'État de Côte d'Ivoire actuel veut se battre pour que ce taux-là arrive à 20%. Donc, M. Nyangbo Kakou, moi, je vous ai écouté longuement. Donc, finalement, j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui est en train de faire un peu de populisme, de la grandiloquence, de l'exagération dans tout. Parce que, à en croire ce que vous dites, finalement, la Côte d'Ivoire on serait en enfer. Rien ne va en Côte d'Ivoire. Or, là, je sais que vous êtes ex-député d'Adiaké. C'est bien ça. D'Adiaké à ici, je suis sûr que vous avez roulé sur un beau tronçon routier. Non. Au moins, il faut le reconnaître. Très bien. Alors, pour compléter votre point, Daouda, j'aimerais dire que selon la FAO, les 10 pays dont le développement humain le plus faible sont la Sierra Leone, le Burkina, le Yémen, le Burundi, le Mali, le Tchad, le Niger, la Centrafrique, le Soudan, le Sud-Soudan et la Somalie. Et tous ces pays, donc à l'exception du Yémen, se trouvent en Afrique. C'était juste un peu pour... dire que, attention à ce que vous aviez dit, que la Côte d'Ivoire était... Dernière partout. Voilà. Je dis que si on prend sur 187 pays, on est les 48 derniers. Très bien. Vous aviez dit les 16, non? Non, en matière de pauvreté. Très bien. En matière de pauvreté, sur 187, vous êtes sur 187 élèves, vous êtes dans les 69 derniers. Si vous êtes content, moi je ne suis pas content. En matière de santé, sur 191, nous sommes 159e. Vérifiez vos chiffres. Ah non, le point, en matière d'éducation... Monsieur Yangbo, le point, c'est que lorsque nous donnons des chiffres sur un plateau de télévision,
Non, ça, ce sont des chiffres. Je n'ai pas de challenge avec vos sources qu'on a. Mon point, c'est les sources. D'où proviennent ces chiffres-là? À chaque fois, ce serait bon, lorsque vous passez sur les plateaux, quand vous donnez un chiffre, vous donnez les sources et les critères, justement. C'est très important. Mais M. Nyangbo, rapidement, hein, si vous le permettez, vous vous êtes plaint tout à l'heure que lors de l'élection précédente, vous n'avez pas eu du temps, vous avez droit à 2 heures. Mais je peux vous assurer que la haute autorité de la communication audiovisuelle veille au gré à ce que tous les candidats aient le même temps d'antenne. Je pense que M. Henri Kono-Bédié, M. Alassane Ouattara ou tous ceux qui étaient candidats, ils ont eu le même temps de parole. Non, non, vous avez raison, mais c'est ce que je voulais vous dire que aujourd'hui, 9 avril, je viens d'annoncer ma candidature. Les journalistes me convoquent, m'appellent sur des chaînes de télévision. C'est ce qu'il faut faire dans un pays démocratique. Et donc, vous pouvez solliciter aussi. Ah oui, je peux solliciter, effectivement. Bien sûr. Dans un pays démocratique, quand quelqu'un prétend briguer la magistrature, il faut chercher à l'entendre. 9 avril, vous me convoquez. Très bien. Le RTI voudra m'attendre que lorsque l'élection sera la campagne. Exactement. Non, on ne va pas faire le procès d'une chaîne, justement la chaîne nationale sur cette. Mais c'est la chaîne nationale, oui, c'est la chaîne publique. On ne fera pas leur procès ici. Je ne fais pas de procès, mais je dis comment ça se passe. Et c'est réglementé. La RTI ne fait que suivre la réglementation imposée par la haute autorité. Et pourtant, le président actuel, il passe tous les jours. Oui, mais alors qu'il va succéder. Vous parlez de candidature, en tant qu'institution ou en tant que candidat? Le président de la République. Très bien. Mais je dis bien que nous ne faisons pas ici le procès de la chaîne nationale. Élisée, on termine. Oui, une toute dernière question. Monsieur Nyangbo Kakou, c'est vrai que vous avez parlé de 33 projets. Je vous félicite d'ailleurs. Au moins, vous commencez à parler de projets, c'est intéressant. On pense que les autres vont vous suivre. Mais là où je voulais peut-être que vous aider à vous faire connaître aux Ivoiriens, c'est quoi le background de monsieur Nyangbo Kakou? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des profils de certains candidats, hein, je dis. D'autres sont banquiers, d'autres sont ingénieurs, d'autres sont, je dis, hommes d'affaires. Nyangbo Kakou, c'est quoi son background, c'est quoi son profil? Merci beaucoup. Je suis né dans une famille moyenne. Ma mère vendeuse de poissons. Mon père, je vais dire, pêcheur. J'ai grandi sur les bords de la lagune Abi. À 19 ans, je suis allé en France, où après je suis sorti fiscaliste. Fiscaliste, ok. Fiscaliste. Et j'ai ouvert un cabinet de fiscalité dans un environnement assez hostile en Europe. J'ai formé des gestionnaires, j'ai enseigné des fiscalistes. Donc vous êtes de formation fiscaliste? De formation fiscaliste. Très bien. Pour terminer, parce que le temps qui nous a été imparti tire à sa fin, qu'est-ce que vous avez à dire à votre peuple, aux Ivoiriens qui vous regardent? Ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, c'est que cette situation ne doit pas être considérée comme une fatalité. J'ai mûrement réfléchi et j'ai écrit 33 projets. Ces 33 projets, chaque projet vient pour résoudre un problème précis qui mine la Côte d'Ivoire. Les institutions, la monnaie, il y a aussi la formation, il y a le Made in Côte d'Ivoire. Dorénavant, Daouda a parlé de routes. Les routes, moi c'est une concession, je donne les routes à des entreprises, par concession. Je mets l'argent de l'État pour former les Ivoiriens. Chaque année, 1000 Ivoiriens auront la chance d'aller soit aux États-Unis, d'aller soit en France, d'aller soit en Chine, pour maîtriser la technologie. Tant qu'on n'aura pas maîtrisé la technologie, tout ce qu'on fait, c'est du pipeau. Alors les Ivoiriens devraient vous retrouver où pour en savoir davantage sur vos 33 projets, parce que notre émission est terminée. Vous avez un site internet, vous avez juste un point de contact. Nyangbokakou.com. Nyangbokakou.com. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes l'ancien député d'Adiaké, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et vous présentez à la Côte d'Ivoire 33 projets.
Merci d'être venu. Merci, vous pouvez présenter 33 projets. Avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup. Ah oui, on va le lire et vous Non, je ne vous le donne pas, vous le présentez. Ah, vous ne nous le donnez pas? Messieurs, s'il vous plaît. Alors, voici donc, madame, monsieur, chers téléspectateurs, les 33 projets donc, du candidat Nyango, inscrits donc, dans ce livret que vous pouvez avoir où? Il faudra qu'il nous contacte parce qu'on va le vendre à 50 000 francs pour financer la campagne. Très bien. Merci beaucoup. Ah oui, c'est du costaud qu'elle a. Merci. Merci beaucoup, monsieur Nyango. 33 projets d'un homme nouveau pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Nyango Kakou, président 2020. Je pense qu'il faut peut-être... Côte d'Ivoire is coming, je crois. C'est ce que je lis en haut. La Côte d'Ivoire is coming. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. En tout cas, c'est notre plaisir. Nous nous retrouverons demain. Portez-vous bien. Merci Élisée, Aïcha, Pascal, Daouda. D'ici là, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Petit performance.